On peut parler. Parfait. Excusez-nous, hein, la technologie, le mode virtuel, on ne s'adapte jamais. Ça fait juste 1 an et demi qu'on est là-dedans. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Merci d'avoir choisi notre atelier sur la création du plan d'action, pas du plan d'action, du portrait des hommes, un regard sur les différentes réalités masculines du CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Alors, je me présente Marcel Landry. Alors, je suis conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires, mais également répondant local en santé et bien-être des hommes depuis les tout débuts du plan d'action. Et même un peu avant, alors depuis 2017 minimalement que je suis là. Donc, j'ai vraiment vu l'évolution de ce dossier dans nos CIUS à Montréal et partout en province. Donc, je suis bien heureux d'être là aujourd'hui, puis je vous dirais bien humblement de vous présenter notre démarche reliée au portrait des hommes de l'Est de l'île, mais avec fierté aussi, parce que c'est un projet de longue haleine qui a débuté avant la pandémie, et où on a dû mettre un frein là, en pandémie aussi, mais qui a été vraiment la pierre angulaire, je vous dirais, des actions qui ont été mises en place dans l'Est de l'île. Je vous présente également mon collègue Francis Gagnon, qui est organisateur communautaire, puis qui est également, je dirais, la personne qui a créé la structure de base du portrait des hommes de l'île de Montréal et qui a vraiment fait de la recherche également sur les différentes données probantes qu'on pouvait avoir. Alors, je suis bien content qu'il partage avec moi aujourd'hui, puis ça lui revient grandement aujourd'hui le contenu de l'atelier parce que c'est son expertise qu'on a pu mettre en place là, pour avoir ce portrait. Le déroulement de l'atelier, c'est pas compliqué, hein, vous allez voir qu'on a à peu près 45 minutes de présentation. Donc, on va défiler un PowerPoint avec vous sur les grandes étapes du portrait. Et par la suite, on aura 30 minutes d'échange avec vous pour répondre à vos questions, pour échanger un peu sur les défis qu'on a pu rencontrer. Également les gains aussi qu'on a pu faire avec la création du plan du portrait des hommes. Je ne sais pas pourquoi je l'appelle toujours plan d'action, parce que ça fait partie intégrante de notre plan d'action en santé et bien-être des hommes. Et ce qu'on vous présente là en termes de contenu, bien entendu le contexte, dans quel contexte on a fait le portrait, les constats qui nous ont amenés vers le portrait, la gouvernance également, qui a été mise en place pour la création de nos différentes activités en santé et bien-être des hommes, la pertinence du portrait, la méthodologie, la structure qu'on a mise en place, les différentes étapes, de 12 étapes. Notre recette à nous, c'était vraiment 12 étapes pour la diffusion du portrait, les principaux enjeux et défis reliés à la création du portrait, puis également à la période d'échange avec vous. Alors, puis n'hésitez pas s'il y a des chats, s'il y a des questionnements, des commentaires pendant notre présentation, bien, ça me fera plaisir de vous lire au fur et à mesure qu'on avance dans la présentation. Alors, on est prêt, Francis? Oui, ça va? Parfait. Alors, je vais faire un petit partage d'écran avec vous. Ça ne sera pas long. Je suis là. Parfait. Alors, on voit bien l'écran, à l'écran, le PowerPoint. C'est bon? Parfait. Alors, si je poursuis. Alors, dans le fond, pour nous, je vous dirais le portrait des hommes, puis c'est sûr qu'à la fin de la présentation, les organisateurs seront en mesure de vous envoyer également le PowerPoint de la présentation, ainsi que le portrait dans son intégralité. Alors, on sera très fiers de vous acheminer tout ça via courriel. Alors, le portrait des hommes, je vous dirais que ça a été un travail de longue haleine de 13 mois. 13 mois de travail acharné avant la pandémie. Donc, ça a été vraiment un travail où il y a, je vous dirais, plus de 20 collaborateurs qui ont participé à la création du portrait. Tant au niveau de la recherche, entre autres, nous avons Jeanne Léoul qui a fait une révision là, du plan du portrait des hommes avec nous, tant au niveau de la direction des services multidisciplinaires, donc la direction à laquelle j'appartiens,
tant au niveau des membres du comité local en santé et bien-être des hommes qui ont fait une révision également. Donc, il y a eu plein d'acteurs, vous allez voir au fur et à mesure de notre présentation, tous les gens qui ont été impliqués. Alors, ça ne se fait pas seul, un portrait, ça se fait vraiment d'un point de vue collectif. Tant au niveau de nos acteurs communautaires qui font partie je dirais, du comité local en santé et bien-être des hommes que des gens du public. Alors, ceci étant, c'est sûr que ça prend toujours un contexte. Hein. On se dit un portrait comme ça, de cette ampleur-là, vous allez voir, où on est capable de bien saisir c'est qui nos hommes dans l'Est de l'île de Montréal. C'est sûr qu'on part du principe d'une volonté ministérielle. Donc, pour mieux comprendre l'utilisation masculine des services reliés en santé et services sociaux, on sait que nos hommes consultent peu, mais c'est quoi les principales caractéristiques de nos hommes dans un territoire pour adapter les services, pour aller les rejoindre davantage? Donc, le portrait se voulait ça aussi, d'être en mesure de bien circonscrire les différentes caractéristiques propres aux hommes dans l'Est de l'île de Montréal. Alors, bien entendu, comme levier, on avait vraiment cette volonté ministérielle-là et aussi, on s'est vraiment collé aux objectifs stratégiques du CIUS de l'Est de l'île de Montréal, alors entre autres sur le développement des services de proximité en réponse aux besoins de la population, donc la population, entre autres, masculine. Alors, il fallait vraiment bien s'attacher parce que ce portrait-là, oui, vous allez voir, c'est un outil de prise de décision, mais c'est également, le portrait, c'est également, je vous dirais, une entité vraiment propre au CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Donc, ça fait partie des documents officiels de l'île, donc qui est disponible. Donc, il fallait vraiment s'assurer d'avoir l'adhésion également de l'établissement pour la création d'un portrait de cette nature. Et quand on parle de principaux constats, mais avant même d'avoir fait nos démarches, nos recherches sur les différentes données sociodémographiques, bien, on s'est rendu compte, puis on le savait en quelque sorte, qu'il y avait une sous-utilisation des services des hommes. Peu importe que ce soit sur l'île de Montréal, dans l'est de l'île, comme tantôt, un peu le sondage qu'on a pu voir, pas le sondage, mais l'étude qu'on a pu voir avec Sherpa, hein, nos hommes consultent peu nos services ou connaissent peu les services en santé et services sociaux. C'est sûr qu'il y a des impacts sur la santé physique et santé mentale de nos hommes, je ne vous apprends rien. Et comme on a dit ce matin, même avec Raymond ce matin, et la présentation également de notre PDG du CIUS de l'Est de l'île de Montréal, ça a un impact également sur les femmes, sur les enfants, sur les proches, donc la famille, l'entourage, le réseau de l'homme aussi. Alors, il fallait aussi être capable de bien cibler les problématiques que nos hommes dans l'Est pouvaient vivre, justement pour pouvoir s'assurer qu'on a un impact non seulement chez l'homme, mais également chez la famille dans l'adaptation des services dans notre CIUS. Et ce qu'on se rend compte aussi, c'est que nos hommes vivent beaucoup de vulnérabilité dans l'Est de l'île de Montréal, entre autres au niveau d'une faible scolarisation. Sur l'île de Montréal, on a le taux à peu près, je dirais, le plus élevé d'hommes qui n'ont pas de diplôme d'études secondaires sur le territoire de l'Est de l'île de Montréal. Alors, on sait très bien que l'aspect, je vous dirais, scolarisation a un impact majeur sur les différentes sphères de la vie de nos hommes. Ça, c'est clair. Alors, pour nous, c'était des indices, des indicateurs où on se disait, on va aller former davantage, puis voir un peu où nos hommes se situent par rapport à ces constats-là qu'on a fait. Puis comme je vous disais tantôt, hein, pour nous, ce portrait-là des hommes, ce n'est pas une démarche qu'on a prise d'un jour. On s'est dit, il faudrait bien qu'on fasse un portrait des hommes pour voir un peu ce qu'il y en est. Il fallait vraiment que ce soit une démarche structurée, que ça fasse partie d'une démarche organisationnelle où l'organisation y croyait fortement. Bien entendu, le levier principal, le ministère de la Santé et des Services sociaux, avec son plan d'action ministériel 2017-2022, aussi les assises qu'on avait au comité régional par l'entremise de création de différents sondages qu'on a mis en place, différentes études qu'on a pu avoir, différents projets auxquels, à ce moment-ci, le régional fait partie. Donc, pour nous, on est parti de ces éléments-là, donc information du ministère, information du régional, et le comité local, c'est un comité quand même assez actif, je vous dirais, où on a chacune des directions clientèle qui forment le comité local.
Donc, on a des gestionnaires de chacune des directions clientèle. Et également, on a trois représentants d'organismes communautaires voués au service aux clientèles masculines sur notre comité local. On a un organisateur communautaire avec nous aussi, puis on a des communications avec nous. Fait que c'est sûr qu'on est une équipe qui a des visions et je vous dirais des portées différentes. Donc, c'était très enrichissant pour la création du plan du portrait des hommes. Donc, pour nous, c'était très riche, puis c'était vraiment un endroit où on allait valider de l'information sur les différentes composantes de notre portrait. Bien entendu, ce portrait-là faisait partie des actions menées dans notre plan d'action local en santé et bien-être des hommes, lequel a été adopté par notre direction générale. Donc, si on adopte le plan d'action par la direction générale, bien entendu, l'établissement est en accord aussi avec la création du portrait des hommes à cet égard-là. Et bien entendu, quand on parle de l'adhésion, mobilisation des partenaires, mais si nous, on en faisait une priorité, le portrait, il fallait qu'également que les communications en fassent une priorité. Il fallait que nos directions clientèle en battent aussi et qu'on les sollicite pour la création, la validation également des différents éléments reliés au portrait des hommes. Et ça prenait l'adhésion aussi, la mobilisation de tous les acteurs du comité local. Donc, c'était vraiment, je vous dirais, une priorité organisationnelle qu'on en faisait. Puis, comme je vous disais tantôt, mais toujours collé aux objectifs stratégiques de l'établissement pour s'assurer que le portrait puisse voir le jour et qu'on puisse l'utiliser. Parce que mon objectif ultime et l'objectif ultime des membres du comité local, c'est que ce portrait-là, que j'ai entre les mains ici, mais qu'il ne soit pas sur une tablette, mais qu'il soit utilisé, qu'il soit simple d'utilisation et également qu'on soit en mesure de l'utiliser je vous dirais, dans la prise de décision concernant l'orientation à mettre en place dans nos 5 directions clientèle, quant à l'adaptation des services, à mieux connaître les différentes clientèles masculines dans l'Est. Alors, d'où l'importance de la gouvernance. Puis, pourquoi le portrait? Je vous l'ai nommé à quelques reprises là, depuis le début de la présentation. C'est d'avoir un regard beaucoup plus clair sur les différentes réalités qui affectent nos hommes dans l'Est, développer des pistes de solutions adaptées aux réalités masculines et bien entendu bonifier l'offre de services. Parce que l'objectif du portrait, ce n'est pas de dire qu'on doit créer de nouveaux services. L'objectif, c'est de dire comment on est en mesure de bonifier ce qui existe déjà en termes de services et de vraiment bien saisir les différentes problématiques qui sont propres à nos hommes dans l'Est. Alors, pour nous, ça, c'était bien important de le mettre je vous dirais, de le mettre en perspective. Alors, pour ça, bien entendu, ça a pris une méthodologie, ça a pris vraiment un processus à mettre en place. Comme je vous dis, qui a été sur une période de 13 ans. Donc, je vais 13 mois. 13 ans, c'est comme si je vous soulignais beaucoup de travail, ce portrait-là. Donc, je laisse la parole à mon collègue Francis, qui va maintenant faire part vraiment de l'expertise qu'il a développée pour la création du portrait et également ses différentes étapes. Alors, la parole est à toi. Merci. Juste avant de poursuivre, est-ce que c'est cette caméra-là ou la caméra, c'est celle-là? OK, parfait. Merci. Alors, bonjour. Merci beaucoup de participer à notre atelier. Alors, avant d'aller plus vers la structure un peu du portrait, on va juste prendre quelques minutes pour vous partager un peu certaines considérations méthodologiques qu'on a eu en amont de commencer le portrait, le processus de cueillette, d'analyse. C'est sûr que quand un portrait, ça nécessite d'attacher plusieurs éléments ensemble, des relier. C'est un peu comme assembler des pièces d'un puzzle finalement. À la base, pour faire un portrait de la réalité d'une population, ici des hommes, comme première pièce, c'est d'avoir leur point de vue des hommes. C'est une pièce qui est essentielle. Parce que les hommes ont l'expertise à partir de leur vécu pour évaluer une situation et donner leurs préférences.
Et pour nous, c'était quelque chose qui était très important à inclure dans le portrait. Un autre élément important, c'est de rassembler des données sur les déterminants de la santé qui peuvent documenter les conditions, les caractéristiques, la qualité de vie des hommes. Au niveau, par exemple, de l'éducation, la défavorisation, favorisation sociale et matérielle, les saines habitudes de vie, l'utilisation des services de santé, l'immigration, etc. Parce que oui, c'est important dans un portrait de santé d'avoir des données qui documentent l'état de santé en le sens qui expliquent les maladies, mais c'est aussi d'autant plus important d'avoir des données qui documentent ce qui peut produire, influencer positivement la santé. Ça donne des leviers. Enfin, pour avoir une vue d'ensemble sur la situation des hommes, de leur réalité, on a utilisé des données tant statistiques qu'expérientielles pour avoir un portrait multidimensionnel. Donc, l'idée, c'est vraiment de diversifier ces sources de données, d'informations, donc des statistiques qui proviennent de différentes sources, donc recensement, enquête de santé sur les hommes, registre administratif des différents ministères, donc vraiment avoir une diversification au niveau des sources statistiques et aussi inclure des informations qui relèvent plus de l'expérientiel, que ça peut venir de sondages ou de groupes de discussion en ce qui nous concerne, mais ça peut aussi être des entrevues. Alors, si on passe au prochain élément méthodologique, plus centré sur comment on a capté des savoirs, des expérientiels des hommes. Mais tout d'abord, on a décidé d'intégrer les résultats du sondage qu'a mené la firme Somme en 2018, initié par le regroupement provincial Santé et Bien-être des hommes. Une consultation qui s'adressait à des hommes de 18 ans et plus, où les thèmes étaient vraiment de voir l'évaluation qu'ils faisaient de leur état de santé, leur utilisation des services et leviers favorables pour consulter, leurs préférences en matière d'intervention. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une collecte supplémentaire de données à l'automne, novembre-décembre 2018, qui nous a permis d'obtenir des résultats par CIUS sur l'île de Montréal. Donc, on a eu des résultats de ce sondage-là pour notre CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Donc, automatiquement pour nous, c'était très précieux, c'était clé en main. On l'a intégré dans le compte. L'autre élément à considérer en termes de méthodologique, c'est tout ce qui est en lien avec l'organisation d'un groupe de discussion pour capter finalement les points de vue des hommes. Mais ça, en soi, un groupe de discussion, il faut l'organiser, l'animer, recruter des hommes, trouver un lieu, avoir une grille de questions. Donc, ça a nécessité, à travers le comité local, de créer un sous-comité de travail avec nos partenaires communautaires qui, eux, disposent d'outils et d'expérience dans ce type de démarche-là, de consultation auprès des hommes. On s'est appuyé sur leurs outils, ainsi que sur des outils qui existent déjà dans des enquêtes, pour justement mener à bien cette consultation-là. Donc, les discussions qui ont eu lieu dans le groupe de discussion ont été structurées à partir d'une grille d'animation très adaptée de l'étude de Gilles Tremblay et ses collaborateurs, que vous devez sûrement connaître, donc perception des hommes québécois de leurs besoins psychosociaux et de santé. Le verbatim a été retranscrit et avec les données retranscrites du verbatim, on les a croisées avec les résultats du sondage Somme, ce qui a permis vraiment de mettre en lien les propos qu'ont tenus les hommes avec les résultats du sondage Somme. Donc, ça a donné quelque chose de différent. Si tu me permets, Francis, oui. Dans tout ça aussi, ce qui est important de retenir, c'est que ce qu'on voulait, là, comme on sait, là, depuis les dernières années, il y a eu plusieurs sondages, plusieurs données. Il y a eu comme un baby boom des données santé bien-être des hommes les dernières années. Donc, on ne voulait pas que nos intervenants, nos gestionnaires, nos partenaires partent avec 50 000 dossiers, documents, études, etc., etc. Donc, on voulait retrouver dans un même document très succinct, comme je vous disais d'entrée de jeu, qui soit facile à utiliser, puis où il y a des données, où ces données-là vont nous permettre d'aller creuser un peu plus loin par la suite. Hein, ce portrait-là ne se veut pas exhaustif à 55 pages, à 90 pages. Je pense qu'il y a en tout et partout 15 pages, à peu près, 15 à 20 pages, mais où il y a des données là-dedans, faits saillants, et où on est capable d'aller forer un peu plus loin par la suite, ou référer les gens vers d'autres données. Mais souvent,
les données qui sont là sont suffisantes, dans le fond, pour poursuivre la démarche de réflexion auprès des directions. Alors, c'est la petite parenthèse, je le fais. Parfait, merci. Fait que, bon, notre portrait il est structuré comme. Donc, finalement, ça ressemble à quoi? Bon, on a 4 sections dans le portrait. OK? Ici, la première section, c'est vraiment sur les conditions de vie des hommes de l'Est de l'île de Montréal. Donc, leurs principales caractéristiques socio-démographiques et socio-économiques. Ces données-là, ils proviennent essentiellement du recensement 2016. Donc, ça, c'est des données du recensement 2016. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qu'on met comme disponible comme données dans le portrait? Tout ce qui concerne les groupes d'âge, donc les jeunes, les personnes de 65 ans et plus, les adultes, etc. On a aussi la situation familiale et matrimoniale. Donc, est-ce que la présence de monoparentalité chez les hommes, est-ce qu'ils vivent en couple, est-ce qu'ils sont mariés, divorcés, séparés? Donc, c'est tous ces données-là. On a aussi le niveau de scolarité, donc on parle ici du dernier diplôme obtenu par les hommes. On a également des données sur les revenus. Donc, ça nous permet un peu de documenter un peu la présence de pauvreté, de défavorisation matérielle. Aussi sur l'immigration, donc avoir un peu l'importance de l'immigration un peu sur le territoire. Et aussi, on a des données sur les langues parlées. Donc, on a entendu tantôt dans la conférence d'ouverture qu'il y avait des enjeux par rapport à la barrière linguistique souvent. Donc, on a recueilli des données sur les langues parlées. Donc, ça, c'est la première section. Puis, il n'y a pas vraiment d'enjeu d'accessibilité à ces données-là. Actuellement, c'est le ressentiment, donc c'est assez accessible en général. Donc, la deuxième section, c'est vraiment, elle présente des données sur la santé des hommes. Donc, c'est vraiment des données de santé. C'est des données qui sont issues du fichier des naissances et des décès du ministère de la Santé et des Services sociaux, ainsi que de l'enquête québécoise sur la santé de la population qui a été menée par l'Institut de la statistique du Québec en 2014-2015. Alors ici, ce qu'on documente, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec l'espérance de vie, la mortalité, hospitalisation, particulièrement aussi les états de santé physique et mentale, donc tout ce qui concerne la perception de la santé physique, la perception de la santé mentale chez les hommes, la détresse psychologique, les idéations suicidaires. On a pu documenter aussi tout ce qui concerne les habitudes de vie, facteurs de risque. Donc, le niveau d'activité physique, lorsqu'on est actif, sédentaire, la consommation de boissons sucrées, entre autres, le surplus de poids, tabagisme, consommation de drogue. Donc, on a aussi ces données-là. Par rapport à ces données-là, je vous dirais que l'enjeu d'accessibilité peut être un enjeu dans le sens que si c'est à grande échelle, échelle région, échelle CIUS, habituellement, ces données-là sont assez disponibles. Et si on va plus précis, puis c'est plus local, puis les populations plus petites, malheureusement, ces données-là, à cause de l'échantillonnage, sont moins disponibles. Donc, c'est peut-être un peu la mise en garde que je fais. Enfin, la troisième section, celle-là est assez spéciale. Alors, on s'est aventuré à essayer de documenter l'utilisation des services de CLSC par les hommes. Alors, donc, on a présenté des données d'utilisation de services de CLSC. Donc, les hommes qui ont fréquenté les CLSC du CIUS de l'Est de l'île de Montréal en 2016, donc on parle de 40 500 usagers. Ces données-là proviennent du système d'information sur la clientèle des CLSC, donc ce qu'on appelle le ICLSC, et je peux vous dire qu'il s'agit d'un fichier immense avec plusieurs marges d'erreur. Alors, et les fichiers sont vraiment immenses. C'est juste l'ouvrir, ça me prenait plusieurs minutes. J'avais le temps d'aller prendre un café avant qu'il ouvre. C'est pas des jours. Fait que, mais c'était tout de même, c'est vraiment précisé là-dedans, dans l'ICLSC, ce sont nos intervenants qui saisissent les données. Donc, pour ceux qui ne sont pas du réseau public, c'est vraiment, dans le fond, je fais une intervention et à ce moment-là, je dois aller entrer des données statistiques en lien avec le profil de l'usager, le client, la personne à qui on donne les services, ou la famille, ou le couple. Puis à ce moment-là, on va délimiter la nature du service, dans quel contexte, etc. Donc, c'est sûr que quand on parle de marge d'erreur, il y en a une, oui, parce que ça peut arriver quand deux intervenants, deux professionnels, la vision d'aller
identifier la statistique, même si on a un cadre très précis, concis. Malgré ça, il peut y avoir une marge d'erreur où l'intervenant, Francis et moi, par exemple, on aurait une vision différente de comment entrer l'information. Donc, c'est sûr qu'il y a une marge d'erreur, mais au même moment, c'est la première fois qu'on faisait ce type d'exercice-là dans ICLC. Donc, on se rapprochait le plus possible du terrain avec ces données-là. Ça, c'est clair, mais effectivement, il y en avait des cas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a vraiment, on s'en est venu aux éléments les plus simples et sûrs. Donc, mais ça nous a quand même donné une bonne idée de la nature des services qu'ils utilisent en utilisant un peu les profils d'intervention des services qu'ils utilisent par rapport aux soins physiques courants, maladies chroniques, soins post-opératoires, tout ce qui concerne la perte d'autonomie, troubles mentaux, enfants jeunes vulnérables, troubles du spectre de l'autisme, services psychosociaux généraux. Donc, on a quand même une idée par rapport à ça. On a aussi des données sur le temps d'attente pour les services, puis aussi sur le nombre d'interventions qui sont nécessaires dans les épisodes de service. On s'est vraiment confirmé qu'il y a une utilisation beaucoup plus massive des hommes, des services qui concernent la santé physique que plus psychologique. Et aussi, on a vu que les temps d'attente pour des soins en santé physique sont beaucoup moins que pour des services psychologiques. Donc, ça vient un peu confirmer certaines hypothèses qu'on pouvait avoir au préalable. Donc, pour pouvoir creuser ces données-là, c'est sûr que ça prend vraiment des ressources spécialisées que là, nous, on n'a pas été jusque-là. Ce n'était pas l'objectif du portrait. Pour creuser des données, c'était plus tard. C'est un premier document intégrateur qui donne des grandes idées. Mais après, pour creuser, là, à ce moment-là, ça nécessite vraiment des ressources spécialisées en la matière. Notre quatrième section, j'ai un peu soulevé ça tantôt. Donc, c'est vraiment sur la perception des hommes sur leur santé et sur les services de santé et services sociaux. Donc, c'est vraiment cette section-là qui porte sur la perception des hommes, sur leur santé, leur utilisation des services, l'appréciation des services de santé, particulièrement psychosocial. Donc, c'est là, dans cette section-là, qu'on a intégré les résultats du sondage SHOM dont je parlais tantôt. Puis aussi, c'est là qu'on a intégré les propos, les discussions des hommes qui ont participé à notre groupe de discussion. C'est vraiment dans cette section-là qu'on intègre aux données statistiques des éléments qui sont reliés au savoir expérientiel des hommes. Qu'est-ce qui est important ici, c'est qu'on voulait vraiment faire ressortir dans cette section-là qu'est-ce que les hommes jugent important de retenir pour mieux comprendre leur réalité, et aussi pour mieux adapter les services afin de répondre à leurs besoins et à leurs spécificités. À noter que chaque section, donc on a 4 sections du portrait, à la fin de chaque section, on a un petit tableau fait saillant. Donc, c'est comme un outil intéressant là, qui donne quelques faits saillants à retenir pour chaque section. Donc, ces outils-là sont intégrés dans le portrait. Parfait. Ce qu'on va voir maintenant, merci Francis, une petite pause, c'est bon. Là maintenant, ce qui est intéressant là, de voir, c'est les 13 mois de travail qu'on vous résume très succinctement en termes d'étapes pour la réalisation du portrait de cette envergure. C'est sûr que dans un premier temps, mais il fallait s'approprier et synthétiser la littérature, les facteurs de risque, de vulnérabilité de nos hommes, toute la littérature dont Francis faisait mention tantôt. Il fallait également, dans un deuxième temps, on a toutes ces données-là, là, c'est beau. Là, maintenant, on crée notre coquille, on crée notre fondation du portrait. À ce moment-là, il fallait qu'on valide la table des matières, donc reliée au portrait. Puis la validation se faisait auprès des membres du comité local en santé des hommes, où je rappelle qu'il y a des gestionnaires sur la table du réseau public. Il y a des gestionnaires ou des intervenants également du communautaire qui font partie également du comité local. Les gens des communications aussi qui font partie du comité. Il y avait Francis comme organisateur communautaire aussi. Donc, ça, c'était une première période de validation. Deuxième période de validation aussi, c'était auprès de ma direction, donc la direction des services multidisciplinaires qui porte le projet Santé des hommes. Puis par la suite, mais c'était une validation également auprès de la direction générale reliée aux différentes rubriques.
qu'on pourrait retrouver. Donc, vous comprendrez que cette partie-là est très importante et charnière. Si on ne fait pas cette période de validation-là, c'est sûr qu'on va avoir différentes perceptions, différentes visions du portrait des hommes. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, peut-être qu'on ne se met pas en cohérence avec les différents éléments du portrait. C'est très important, cette cohérence-là, entre la direction générale, afin qu'elle voit, qu'elle conçoit le portrait, et nous, la façon également qu'on le vulgarise ou qu'on émet dans le fond. Donc, tantôt, vous allez voir, dans nos principaux enjeux, on s'est fait attraper un petit peu là-dedans. On vous met en suspens un petit peu, là, mais vous allez voir qu'il y a des enjeux reliés à tout ça. Aussi, bien entendu, c'est la collecte. Ceux qu'on a terminé la table des matières, c'est beau, hein? On a vraiment les grandes sections, la grande structure. Là, maintenant, c'est de dire, bien là, faisons la collecte et l'analyse des données statistiques et des données, autres données qu'on peut avoir aussi. Ça a été l'organisation également du groupe de discussion. Puis il y a les enjeux, vous allez voir, on a eu de grandes ambitions pour avoir beaucoup d'hommes qui pouvaient participer dans le fond à notre groupe de discussion. Parce que, comme Francis disait tantôt, nos données qu'on a statistiques, le sondage SOM, les données qu'on avait sur le territoire, les données, les discussions qu'on a eues avec nos hommes, bien, il y a vraiment une cohérence, avec, en termes de contenu, puis une cohérence même avec les résultats de l'étude de ce matin de Sherpa. On voit vraiment qu'on n'est pas dans le champ du tout dans le portrait, puis ce qu'on est allé chercher comme données, mais viennent tout simplement réitérer l'importance de s'assurer de mettre des actions en place dans différentes réalités des hommes. Et bien, principalement chez nous, bien, d'aller vraiment cibler des problématiques que nos hommes pouvaient vivre dans l'Est. Aussi, bien, il y a eu l'intégration des résultats SOM. Puis ça aussi, c'est un enjeu parce qu'on avait des résultats SOM qui arrivaient par période. Et nous, on avait commencé déjà le portrait des hommes. Donc, il a fallu mettre sur pause un peu le portrait, accueillir les données SOM, par la suite les intégrer au portrait, s'assurer de la cohérence aussi. Donc, c'est sûr qu'on travaillait, on avait une grande agilité, je vous dirais. Appelons ça comme ça. Ça a été par la suite la première partie, la rédaction des 4 sections qu'on a vraiment, que Francis vous a parlé un peu plus tôt. Alors ça, c'était une période super intéressante en termes de rédaction. Par la suite, dans les 13 mois de travail, il y a eu la période de révision et validation par le comité local. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une première section, on a fait une validation auprès du comité local. Il y a eu des changements qui ont été apportés, des bonifications. On voit sur la table de dessin, on bonifie. Même principe, 2e section, 3e section, 4e section. Alors, chacune des sections a été validée. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, ben, ça a été une grosse étape. Et suite à ça, ça s'était fait par le comité local. Encore une fois, les gestionnaires étaient au rendez-vous, les organismes communautaires étaient au rendez-vous, donc il y avait une belle expertise d'une part et d'autre. C'était très enrichissant comme échange. Mais c'était beaucoup de travail, je vous dirais. Ça a été vraiment une rigueur à mettre en place dans l'organisation de tout ce processus-là, parce qu'on aurait pu facilement partir dans plusieurs directions. Alors, il fallait toujours avoir je vous dirais, des balises qu'on se donnait. Par la suite, ben, ça a été une révision auprès de la direction des services multidisciplinaires aussi. Donc, c'est-à-dire, à partir du moment où la validation a été faite par le comité local, là, par la suite, il fallait l'amener à un autre niveau, donc à ma direction. Et c'est là qu'on a commencé à avoir du plaisir. C'est là où, vraiment, quand je dis plaisir, puis je le dis vraiment avec humour, mais c'est là où vraiment on était au niveau opérationnel, hein, on était vraiment dans l'opérationnalisation, on était vraiment dans le ici et maintenant et tout ça. Là, maintenant, on l'apportait à un niveau supplémentaire parce qu'on se dit c'est un document officiel. C'est un document à ce moment-ci qui représente le CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Donc, il fallait s'assurer également que l'outil ait le moins possible, je vous dirais, de subjectivité. Il fallait vraiment qu'on soit dans l'objectivité. Il fallait vraiment, à ce moment-ci, de s'assurer qu'il n'y ait pas de préjudice, qu'il n'y ait pas
qu'il n'y ait pas de données à ce moment-ci interprétatives d'une clientèle versus une autre. Il fallait vraiment, c'est ça qui était vraiment notre leitmotiv, c'est vraiment d'arriver à pouvoir arriver vers ça. Donc, cette période de révision-là, puis Francis va vous donner un peu le pourcentage de temps consacré à la rédaction versus la révision dans ces 13 mois-là. Vous allez voir un peu, c'est assez révélateur comme situation, mais alors il fallait réviser. Puis par la suite, ben, les communications entraient en ligne de compte aussi parce qu'il y avait un regard linguistique aussi dans cette démarche-là, parce qu'encore une fois, c'est un outil officiel de communication. Donc, les communications ont entré en ligne de compte également, tant sur la forme, mais parfois nous challengeaient sur le contenu aussi. Donc, c'était quand même intéressant. Ce n'étaient pas des experts en la matière, ce n'étaient pas des experts, c'était des experts en linguistique, mais au même moment, avec un regard externe, il est en mesure de nous re-questionner sur certains aspects qu'on avait identifiés dans le temps. C'est des enjeux qu'on va vous partager là, dans quelques instants. Et aussi, bien entendu, ça a été la validation par la direction générale. Donc, j'ai présenté le portrait des hommes, un regard sur les différentes masculines, au comité de direction aussi pour avoir le saut final de l'établissement, ce que nous avons eu, bien entendu. Et là, par la suite, après la phase 1 de la pandémie, on a fait le lancement du portrait. Donc, c'est vraiment les 12 étapes, je vous dirais, pour la création de notre portrait. Et c'est sûr que dans tout ça, il y a eu des allées et venues, il y a eu des enjeux reliés aux échéanciers, bien entendu. Ce qu'on s'est planifié, c'est sûr qu'il y a eu des décalages. Quand on crée un portrait, il faut vraiment se dire, c'est un document, je vous dirais, martyr. C'est un document à ce moment-ci où il ne faut pas avoir l'orgueil dedans. Il faut vraiment se dire qu'il appartient à la communauté, qu'il appartient, et l'objectif ultime, c'est qu'il serve, qu'il soit le plus concret possible auprès de nos utilisateurs, qui sont nos gestionnaires, qui sont nos intervenants, qui n'ont pas le temps de passer 3-4 heures à lire un document. Alors, il fallait vraiment, puis ce document-là devait aussi servir dans la prise de décision, dans les orientations à donner, à l'adaptation des services aussi. Alors, il fallait vraiment tenir en compte ces aspects-là, du pratico-pratique, des données quand même probantes, des données à ce moment-ci qui relèvent de différents sondages, de différentes données sérieuses, mais à la fois qui devaient se dire, OK, on y va rapidement, puis c'est pour ça qu'on parlait tantôt qu'à chacune des sections, il y a une partie fait saillant où rapidement, on est capable de les repérer, les différents éléments. Et si on va avoir plus d'informations, on va directement dans le portrait, ou sinon, on a des documents de référence auxquels on peut se fier par rapport à ça. Maintenant, c'est sûr que je vais passer la parole à mon collègue pour les différents enjeux, les défis qu'on a pu avoir. Puis, on a identifié deux enjeux principaux. Deux principaux enjeux sur lesquels, puisqu'il y en a plusieurs des enjeux, comme je vous ai donné un peu tantôt, mais deux principaux où si vous voulez arriver à faire ça dans vos établissements, dans vos organismes de portrait, mais tenir en compte sérieusement, parce que ça va avoir un impact majeur sur la finalité. Alors, je cède la parole à mon collègue. C'est sûr que comme premier enjeu, Marcel l'a très bien souligné, c'est toutes sortes de processus d'aller-retour, bref, de délai entre les actions et les réactions. C'est sûr que dans le processus de réalisation du portrait, il y a tout ce qui est recherche, analyse, rédaction, révision. Tout ça, comme l'a dit Marcel, ça s'est échelonné sur 13 mois. C'est sûr qu'on n'était pas continuellement à temps plein là-dessus. Ça s'est développé par des épisodes de production, comme l'a mentionné Marcel, des rencontres de travail. Puis, il fallait aussi attendre la disponibilité de certaines données. Puis, il fallait aussi organiser des groupes de discussion. Donc, tout s'est bâti par séquence. Sauf que du moment où la création s'est terminée, donc après une période qui s'est échelonnée sur 6 mois, on pensait à la révision du document dans les différentes instances qui ont été présentées tantôt. C'est sûr que dans le processus de révision, souvent, il reste des délais raisonnables à donner, etc. Mais dans certaines instances, ces délais-là s'avéraient plus grands.
souvent pour des enjeux administratifs, organisationnels. De priorité. De priorité. Il fallait faire des rappels. Marcel faisait des rappels. C'est ça, oui. Mais bref, le processus de révision, il s'est étalé sur 7 mois. Donc, il s'est étalé sur une période plus longue que celle du processus de création. Si je peux faire un petit clin d'œil, le petit graphique que j'ai mis en bas de la diapo, il montre que le processus de révision a occupé 54 de la période totale de réalisation du portrait, donc 46 pour la création. Alors, ça, c'est vraiment comme un premier enjeu et défi à considérer en amont de toute démarche. Ensuite, on passe un peu à un des éléments. Écoutez, ça, c'est un apprentissage. Vraiment un apprentissage parce que les allers-retours ils ont vraiment été lieu avec un enjeu, je l'ai dit tantôt, de rigueur, objectivité. Ce qu'on peut dire, ce qu'on peut appeler une posture de neutralité organisationnelle, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que quand on a commencé le portrait, on prétendait avoir la neutralité organisationnelle. Mais concrètement, ça veut dire quoi? C'est ça l'enjeu. Donc, quand on parle de posture, on pense c'est quoi notre intention, notre attitude, notre orientation vis-à-vis de la démarche? Donc, ça a été vraiment au cœur de tous ces allers-retours-là. Parce que sur le coup, on ne le réalise pas. C'est seulement après coup qu'on a vu vraiment qu'il y avait un enjeu dans le portrait de garder une neutralité organisationnelle, d'être absolument sûr de ce qu'on avance dans un contexte de document officiel et grand public. Ce n'est pas comme une présentation avec une période d'échange. Le document, lui, ne pourra pas répondre à des questions sur un document. C'est pas évident. Donc, il fallait vraiment prévenir de tout questionnement, réaction, débat qui nous écarterait de notre objectif premier. C'est quoi? C'est de donner de l'information juste et rigoureuse pour soutenir la planification de plan d'action. Là, l'affaire, c'est qu'au départ, quand on fait des portraits, je parle en nombre d'expérience, en mon expérience d'organisation, en organisation communautaire, ben, c'est sûr qu'on fait dans un objectif de rigueur. Mais aussi, on a un objectif, on a une posture d'associer le partage d'informations à des objectifs de mobilisation, de sensibilisation et d'éducation populaire. Puis ça animait aussi cette posture-là, le comité local de la santé et bien-être des hommes. Mais ça, quand on a comme cet objectif-là, ça peut amener des enjeux par rapport à la posture de neutralité qui est ressortie dans les allers-retours de la période de mission. Donc, là, on va commencer par tout ce qui est en lien avec l'interprétation. Donc, au niveau de proposition d'hypothèses, de corrélation dans la description, présence de sensibilisation, d'éducation dans le document. Ce que ça veut dire, c'est que quand on présentait certaines données, il y avait de la présence de commentaires, du commentaire. C'est-à-dire qu'on pouvait associer certains indicateurs. Par exemple, la monoparentalité, la pauvreté, à certains enjeux ou difficultés probables qui peuvent être associés à ça. Et ça, c'est ce qu'on voit par rapport à notre champ d'expertise. Il y a d'autres qui ont un autre champ d'expertise qui vont dire non, attends, il y a d'autres enjeux. Ce n'est pas juste ces difficultés-là qui peuvent être liées, il y en a d'autres. Là, on fait quoi? Est-ce qu'on peut toutes les mettre? Est-ce qu'on en choisit? Si on en choisit, on prend parti. Parce que là, qu'est-ce qu'on fait? Là, finalement, on a dit, c'est quoi l'objectif du portrait? C'est de rendre accessible l'information. Et selon le contexte où le lecteur se trouve, ça sera les difficultés les plus pertinentes qui seront mises en avant dans ce lieu-là. Donc, c'est ça vraiment qui a comme un peu tranché cette question-là, parce que sinon, on n'en serait pas sorti. Puis on n'avait pas la prétention de faire une recherche scientifique, parce que souvent les difficultés sont documentées à d'autres lieux, dans d'autres recherches. C'est sûr que quand on parle d'interprétation aussi, ce qu'on voulait soutenir les équipes dans, justement, d'être en mesure de les faire réfléchir dans les différentes équipes. Alors, c'est là qu'on avait tendance à aller justement avoir des interprétations et de soumettre dans le plus possible dans une objectivité. Mais c'est ça, on se rendait compte que c'était à l'infini. Puis, l'objectif du portrait aussi, c'est de dire, mais je suis, par exemple, en jeunesse, je prends le portrait, je l'accueille, et là, c'est là où les réflexions débutent.
avec les données objectives qu'on a. Et c'est à partir de là qu'on va être capable d'inventer de la subjectivité avec le savoir contextuel et expérientiel du secteur en particulier. Donc, c'est comme ça qu'ils vont développer, dans le fond, et faire des corrélations entre les différents éléments en notre portrait, entre la connaissance du milieu, entre la connaissance des intervenants pour arriver à créer leur plan d'action par direction clientèle pour adapter les services, pour arriver à transformer un peu leur pratique clinique également pour accueillir différemment, intervenir différemment auprès des hommes aussi. Donc, c'est ce qu'on s'est rendu compte et c'est le piège du départ auquel on s'est fait prendre un peu, je dirais, dans la première version de rédaction. Tout à fait. L'autre élément aussi qui relève un peu de ce genre de jeu-là, c'est tout ce qui concerne le comparatif. Donc, on prend des données des hommes de l'Est de l'île de Montréal, ben, on va les comparer à quelque chose. C'est une stratégie pour faire parler les données. Puis, ce qu'on a fait la plupart du temps, c'est qu'on a comparé les données des hommes de l'Est de l'île de Montréal avec les hommes de l'île de Montréal. Puis, pour la section utilisation, on n'avait pas les données, l'utilisation des services ICLSC, on n'avait pas les données des hommes de l'île de Montréal, donc on a pris ceux des femmes de l'Est de l'île de Montréal. Donc, c'était les comparatifs qu'on avait au départ. Cependant, ce qui arrivait, c'est que le CIUS, la population masculine du CIUS de l'Est de Montréal est assez grande. C'est un gros échantillon de la population masculine de l'île de Montréal. Ce qui fait en sorte que les différences ne sont pas majeures. Donc, c'est des petites différences. Donc là, la question qui se posait dans les visions, c'est-tu significatif comme différence? C'est vrai, donc c'est pertinent de le laisser. L'autre élément aussi, c'est que quand il pouvait avoir une certaine différence, on pouvait dire, ah, vous voyez, la proportion est supérieure chez les hommes de l'Est par rapport à l'île de Montréal, par rapport à tel indicateur. Oui, mais est-ce que c'est statistiquement significatif? Bien, on n'avait pas les moyens de répondre à cette question-là. Et on est revenu à notre objectif. C'est quoi notre objectif? Et là, on a comme décidé, bien, on ne va pas créer de l'interférence avec ça. On va se concentrer sur les hommes de l'Est de l'île de Montréal. L'autre élément aussi en jeu par rapport au comparatif, c'est que des fois, ça peut donner l'impression de sous-estimer la situation qui est vécue par le groupe qui est comparé. Particulièrement, par exemple, pour les femmes, les LGBTQ. Et là, nous, ce n'était vraiment pas notre intention. Puis on avait écrit plusieurs mises en garde. Mais on ne voulait vraiment pas que ça puisse être un enjeu. Et on est revenu à notre objectif de départ, puis on s'en est tenu aux hommes de l'Est de l'île de Montréal. Puis, ce genre d'enjeu-là, avec le comparatif, c'est des enjeux, des défis qui arrivent souvent quand on compare des sous-groupes de population entre eux. Ils n'ont pas des populations entières. Ce n'est pas comme comparer un quartier, une population entière d'un quartier versus une région. Cet enjeu-là, ce processus-là, ça nous a vraiment permis concrètement de se donner une posture. Donc, soit d'avoir un portrait plus factuel, consensuel, qui soit utilisé concrètement dans la planification de plan d'action. Puis, ce qu'il faut retenir là-dedans, on avait validé la structure, on avait validé le contenu de chacune des rubriques avec les comités locaux, avec la direction générale et tout ça. Mais ce qu'on avait omis de faire, c'était de valider la posture. Alors ça, c'est important. C'est majeur, c'est central. Parce qu'on prenait pour acquis que. Mais non, il ne faut pas prendre pour acquis. Donc, c'est sûr que c'est un exercice qu'il faut toujours garder en tête. Puis, depuis tantôt, ce que Francis vous dit aussi, c'est de dire, oui, il y a la posture, mais c'est du moment où on commence à sortir un peu de nos objectifs, il faut toujours se ramener au sens qu'on veut donner au portrait. Ça, c'est majeur en termes de pièges qu'on va embarquer rapidement. Parce que plus on est de gens autour, mais plus on a de l'influence, d'inter-influence, et plus on peut ratisser large. Puis tout ça, c'était toujours en bienveillance, hein, dans la création d'un portrait. On veut vraiment s'assurer que les gens puissent l'utiliser. Puis ce n'est pas sur une tablette, puis qu'éventuellement, ah ben oui, il y a peut-être des données qu'on peut retrouver.
Mais au même moment, il faut toujours revenir à l'essence même, au sens commun qu'on s'est donné par rapport au portrait. Et ça, c'est également un enjeu très important à maintenir, à tenir en compte. Puis pour terminer, c'est sûr qu'on avait, on voyait grand, hein, on voyait grand. C'est sûr que pour nous, c'est un incontournable. Puis je vous dirais que c'est vraiment une plus-value également d'avoir, oui, on a des sondages, oui, on a des études, mais il n'y a rien de mieux que de sonder nos hommes sur le territoire. On a 48 de la population qui sont constitués d'hommes dans le territoire, sur 500 000 habitants. Donc, c'est quand même un bon pourcentage. On voulait quand même avoir un échantillonnage de nos hommes. Puis on voyait grand, on voyait big. Hein, on se disait, on veut 4 groupes de discussion. Puis on veut vraiment, puis justement, on a fait tout le travail relié aux grilles pré-entrevues, re-entrevues, également le verbatim. On avait une belle structure en place, tout ça, mais comme on a dit du départ, nos hommes sont difficiles à rejoindre. Mais c'est vrai aussi pour faire des focus group aussi. Donc, on a travaillé très fort pour arriver à minimalement avoir un focus group. Alors, c'est ce qu'on a eu. On en voulait 4 au départ, mais on en a un. Donc, c'est sûr qu'il faut vraiment trouver des plus-values pour que les hommes puissent participer. On a fait de la publicité dans les différents organismes communautaires, tant au niveau des migrations différentes je dirais, réalités masculines, dans les CLSC, dans les organismes, comme je vous disais, communautaires. Malgré tout ça, c'était vraiment difficile d'arriver à aller chercher nos hommes. Mais ceux qu'on a eu, par contre, je vous dirais, ont vécu, selon eux, une très belle expérience et se sentaient écoutés, entendus dans ce qu'ils avaient apporté comme perception des services de santé et des services sociaux, puis la perception de leur santé physique étant psychologique, mentale aussi. Donc, ça, c'était un enjeu qu'il faut tenir en compte. Puis, il faut les intégrer, les hommes. Il ne faut pas prendre pour acquis qu'on a des sondages, c'est suffisant. Il faut aussi arriver à aller chercher nos hommes sur le territoire. Comme je vous dis, on aurait aimé en avoir plus que ce qu'on a eu, mais bon, c'est sûr que la réalité nous a attrapés par rapport à ça aussi. Et aussi, dans le bon coup là, que je vous dirais, majeur, c'est ce que j'ai ici là, entre les mains. C'est suite à la création du portrait, on a fait des ateliers dans chacune des directions clientèle avec des gestionnaires, des intervenants, pour présenter, parce que l'objectif ultime là, de nos directions clientèle, c'est qu'ils devaient créer leur plan d'action par direction clientèle en termes d'adaptation de services et d'intervention. Alors, ce qu'on a fait, on s'est promené de direction à direction, comité de gestion, avec des groupes d'intervenants, de gestionnaires, pour présenter les faits saillants du portrait, pour présenter la démarche et entamer une réflexion avec chacune des directions. Donc, c'est important, c'est bon d'avoir un portrait, mais c'est quoi l'utilité du portrait également? Comment on va le rendre vivant, le portrait? Ce n'est pas en disant, ben, on souhaite qu'à ce moment-ci, les directions vont l'utiliser. Donc, il faut avoir des initiatives du comité local pour s'assurer que le portrait va être utilisé. Donc, il fallait vraiment aller de direction en direction, d'aller identifier les différentes données qu'on a là, mais surtout, c'était vraiment de partir de ça pour arriver à avoir des réflexions tant au niveau d'une meilleure connaissance de la clientèle masculine, de comment, c'est quoi nos services en ce moment, est-ce que nos hommes sont au rendez-vous, est-ce qu'ils ne le sont pas, s'ils ne le sont pas, comment on peut adapter, puis l'objectif ultime, ce n'est pas de dire qu'on crée, comme je vous disais, de nouveaux services avec tout ça, c'est vraiment de dire, on a des hommes avec des portraits, des caractéristiques X sur notre territoire, donc comment on va s'y adresser? Et je vous dirais qu'en ce moment, au mois d'août dernier, septembre dernier, j'ai eu le dépôt de 5 plans d'action pour notre CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Dans toutes les directions de clientèle, ont créé leur plan d'action santé et bien-être des hommes en lien et à cause également du portrait des hommes. Mais chacune des directions, en ce moment, est en actualisation de leur plan et grâce aux données qu'on a retrouvées, là, ben, il y a
les services généraux, par exemple, créent une ligne dédiée reliée à la clientèle masculine. Donc, il y a une ligne téléphonique pour nos hommes, dédiée spécifiquement, où il y a un intervenant qui est là, qui est présent, qui est capable d'identifier les services. On a également une entente de partenariat avec un organisme communautaire qui n'était pas habitué de travailler dans le secteur, qui n'a pas nommé le Coopère Rosemont, qui s'en va dans le secteur Saint-Michel-Saint-Léonard pour de travailler avec la clientèle immigrante du secteur, donc les pairs, avec les réalités qu'on a identifiées dans le portrait. Donc, c'est grâce à ces données-là que ce projet-là a vu le jour. Exemple, entente de partenariat. On a également, je vous dirais aussi, la direction jeunesse qui ont débuté les mardis au masculin. Donc, c'est des courriels, capsules où ils s'engagent à produire plus de 50 capsules dans l'année pour sensibiliser les intervenants à la santé bien-être des hommes, alors avec la différente littérature, mais reliée à la parentalité, parce que c'est une clientèle jeunesse, donc tout ça. Ça, c'est entre autres cet aspect-là, adapter leurs cours prénataux. Sont là-dedans en ce moment, ça fait partie de leur plan d'action également dans la direction jeunesse. Aux directions aussi, santé mentale, ils se sont rendus compte que leur évaluation n'était pas adaptée nécessairement à la clientèle masculine. Donc, c'est de revoir un peu l'évaluation initiale au guichet d'accès en santé mentale adulte. Et on voit très bien que des partenariats qui se créent avec nos 3 organismes communautaires, donc qui est Coopère Rosemont, qui est Maison Oxygène Montréal, puis qui est également 5 minutes, mais 15, parfait. Je disais Maison Oxygène, Coopère Rosemont et Pères séparés, qui sont sur notre territoire, qui travaillent avec nous beaucoup, et où, à ce moment-ci, santé mentale adulte vont soutenir les intervenants dans ces organismes-là en lien avec toutes les problématiques de santé mentale également. Donc, il y a un bel échange qui va se passer, il y a une belle synergie qui se passe. Mais tout ça, bien, la pierre angulaire part vraiment du portrait. Donc, je vous dirais que c'est à peu près ça, Francis. Je pense que d'autres éléments.